Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion. Cette semaine, nous proposons une émission en partenariat avec la revue Art Sacré qui consacre son numéro de printemps aux reliques et aux reliquaires. Restes corporels des saints personnages, supposés avoir une vertu particulière, les reliques ont fait l'objet d'un culte ancien, à la fois populaire et politique, dont on a pu croire qu'il était en déclin. Aujourd'hui, pourtant, les reliques réapparaissent, tandis qu'on s'intéresse toujours davantage aux trésors d'orfèvrerie qui les ont contenus ou qui les contiennent toujours. Alors, qu'est-ce qu'une relique ? Pourquoi cette somptueuse mise en scène dans des reliquaires ? Quel regard porter aujourd'hui sur ces reliquaires ? Et est-ce que ce sont des pièces de musée comme les autres ? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. Monsieur Yannick Durand, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de chance de vous avoir puisque vous êtes le directeur du département des objets d'art du Louvre et vous avez beaucoup d'objets qui sont en lien avec ces reliques. Et puis vous organisez une exposition dont on va parler. On va organiser l'exposition, c'est voilà. Un de mes collègues qui en est chargé. Et puis Philippe Georges, bonjour. Vous Bonjour. êtes conservateur du trésor de la cathédrale de Liège et vous êtes également maître de conférence à l'université de Liège, c'est en Belgique. Alors peut-être pour commencer une définition, là j'ai commencé avec ma modeste définition, reste corporel de saints personnages supposés avoir une vertu particulière, ça vous va ? Oui, c'est à ça qu'on pense avant toute chose. Le grand public pense aux ossements, bien entendu, les reliques réelles. Mais à côté des reliques réelles, il y a les reliques représentatives, c'est-à-dire tous les objets qui ont touché au saint et qui ont, comme ça, capté sa vertu. Vous parliez tout à l'heure du mot virtus. C'est évidemment cela qui est intéressant. C'est la vertu miraculeuse de ces reliques. Et c'est cela que les gens, depuis le Moyen-Âge, recherchent auprès des reliques. Pour vous aussi, c'est... Oui, ce sont les restes corporels, effectivement, des saints, ou les reliques, alors on peut dire aussi indirectes, éventuellement, quand ce sont des objets qui ont touché, ou qui ont, par contact, ou qui ont appartenu aux saints. Alors ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'on fasse, c'est un peu exceptionnel dans cette émission de lancer le texte si vite, mais qu'on fasse une première pause. On va entendre un texte de Philippe d'Outremont. Philippe d'Outremont, c'était un jésuite du XVIIe siècle qui a fait une sorte de best-seller, si on peut dire, Le véritable pédagogue chrétien, qui était une sorte d'explication, de catéchisme un peu avant la lettre. Et justement, il va parler des reliques et on va essayer d'entendre ce qu'il dit parce qu'il va parler justement de la vertu des reliques. Donc on écoute Philippe d'Outremont, Le véritable pédagogue chrétien. Or, quant à la vertu des reliques, il ne faut pas en douter, puisque le Concile de Nicée les appelle des fontaines salutaires qui nous communiquent les grâces et dons de Dieu. Et saint Basile dit que quiconque touche les os des saints martyrs, à cause de la grâce qui réside dans leur corps, devient participant de leur sanctification. Les corps des saints, dit saint Grégoire de Nazianze, ont le même pouvoir que les âmes saintes, soit qu'ils soient touchés par les mains, soit qu'ils soient honorés. Pour ce qui concerne la frange de la robe de notre Seigneur et les mouchoirs et ceintures qui avaient touché le corps de saint Paul et par lesquels Dieu a fait beaucoup de miracles, une pieuse tradition est demeurée entre les fidèles que lorsqu'ils ne pouvaient toucher les corps des saints cachés dans les sépulcres, ils touchaient leurs sépulcres de leurs mouchoirs ou de quelques voiles qu'ils appelaient brandéas, de la vertu desquels saint Grégoire et saint Grégoire de Tours font une ample mention. Voilà, alors dans ce texte du XVIIe siècle, il y a plusieurs choses qui m'ont paru intéressantes. La première, c'est l'ancienneté. Il dit que c'est quasiment depuis le concile de Nicée, donc c'est quelque chose de très ancien. Le culte des reliques, c'est un culte, je me tourne vers vous, excusez-moi Philippe Georges, parce que vous êtes historien, c'est un culte ancien, c'est quelque chose que l'on peut... C'est un culte qui se développe. La première fois à Smyrne, on rend hommage aux reliques du saint évêque Polycarpe et petit à petit, au IVe siècle, en Afrique mineure, finalement arrivé à la définition par saint Augustin vers 397 du mot relique, c'est-à-dire ces ossements avant tout et se souvenir des saints dans le local dans lequel les premiers chrétiens se rassemblent et honorent la mémoire de leurs prédécesseurs. Évidemment, d'abord les martyrs et puis les confesseurs. Vous parliez tout à l'heure, l'extrait parlait de Grégoire de Tours. Grégoire de Tours, évidemment, on pourrait parler des heures sur les reliques puisqu'il a fait comme ça une sorte de topographie chrétienne des monuments de la Gaule et il a évidemment été fort intéressé par tout ce qui concerne les pratiques des reliques. Les reliques, c'est avant tout un objet magique ou c'est
un monument, c'est-à-dire quelque chose qui commémore? Comment est-ce qu'on peut... Parce que c'est quelquefois assez ambivalent, hein. On a parfois l'impression que c'est des objets qui, surtout quand on touche des mouchoirs pour donner aux mouchoirs, j'imagine, une forme de pouvoir, enfin je ne sais pas comment dire ça, mais c'est aussi, comme vous disiez pour Grégoire, c'est aussi la manière d'ancrer le christianisme dans un territoire. Vous avez parlé de monument et de mémoire. Oui. Or, il y a un terme latin, memoria, qui déjà dit bien ce qu'il veut dire, hein. C'est une mémoire avant tout, effectivement, du saint ou des saints, enfin, concernés par les reliques qu'ils ont laissées sur Terre. Je crois que c'est le point le plus essentiel. Oui. Et effectivement, c'est à travers eux que l'on peut avoir, je dirais, une démarche spirituelle qui est d'une autre essence, en fait. Et ce côté tangible, évidemment. Oui. Les gens recherchent évidemment un contact. On parle de mouchoir sur le tombeau, mais quand on peut toucher ou quand on peut, comme les textes disent, baiser à nu le crâne d'un saint, c'est exceptionnel, c'est un honneur. Direct, oui. en fait. Et le contact direct. Et qui produit quoi? Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce qui est recherché, c'est le miracle, ça a dû l'être. Le miracle, oui. La guérison, le pouvoir thaumaturgique des reliques, c'est ça qui est recherché. Il faut se mettre dans l'esprit des gens du Moyen-Âge, bien entendu. Justement, pour rentrer dans l'esprit des gens du Moyen-Âge, il y a la relique et puis après il y a le reliquaire. Est-ce qu'on a une idée des premiers reliquaires? De quand ça date cette... Oui, quelque part, vous avez fait allusion à saint Polycarpe. Dans les premiers actes des martyrs, on trouve très tôt, effectivement, Donc, la mention... Pardon, excusez-moi, Polycarpe de Smyrne, hein, oui. Début 2e siècle. Oui, hein. on trouve, milieu. On trouve effectivement la mention des premiers chrétiens qui recueillent en quelque sorte dans l'arène ou dans l'endroit du martyr, soit des traces de sang, soit des éléments de corps mutilés ou autres, et qui le recueillent dans un coffre, on nous dit le texte, aussi pur que l'or. C'est évidemment une image en fait, mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est un des plus anciens signes d'un réceptacle destiné à contenir des reliques, c'est-à-dire un reliquaire pour le coup. Et l'importance du sang, bien entendu, du sang des martyrs, mais du sang du Christ aussi, qu'on peut avoir comme relique importante. Oui. Alors peut-être un petit inventaire. On a parlé des os. On a parlé après des objets qui ont touché, donc ce que Philippe d'Outremont appelait les brandéas, la pièce de lin ou de tissu qu'on met sur le tombeau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on peut conserver? Auquel j'ai fait allusion déjà, voilà. Les suaires qui ont enveloppé. Les suaires, les collections de textiles dans les musées qui sont pour la plupart des restes de ces suaires. Moi, j'ai parlé de multireliques pour bien insister sur la diversité de ce genre de reliques. On peut avoir une cuillère relique, on peut avoir... tasse de Sainte-Colette, par exemple. Voilà, une tasse relique, on peut avoir... que sais-je moi, une coupe relique, toute une série d'objets ayant appartenu au saint ou des objets ayant participé à son martyre, des chaînes de Saint-Pierre bien sûr, mais les chaînes qui ont enchaîné le saint pendant toute sa passion, tout ça dans le domaine des martyrs, parce qu'après on va voir les confesseurs, puisqu'il va y avoir, on parlait encore de Grégoire de Tours, ces livres sur les martyrs et puis les confesseurs, donc une fois les persécutions, les grandes persécutions chrétiennes terminées, il va y avoir cette autre catégorie de saints, confesseurs comme Phytéor, celui qui professe sa foi. Et Grégoire de Tours va écrire un livre sur les confesseurs et répertorier comme ça toute une série impressionnante de saints en Gaule. Alors, je me rappelle que quand j'avais visité l'Allemagne de l'Est avant la chute du mur, il y avait un musée de l'Allemagne de l'Est et il y avait une sorte de salle où il y avait la pipe de Walter Ulbricht qui était un des premiers, il y avait le cendrier de je ne sais plus qui, etc. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui a disparu, la relique? On peut ajouter aussi le dernier souffle de Thomas Edison, par exemple, d'autres reliques. Oui. Mais ça, c'est un souvenir à ce moment-là. Mais il y a peut-être un parallèle entre le souvenir pour le chrétien, avec une dimension évidemment tout autre, et le souvenir, je dirais, de tout un chacun profane, la mèche de cheveux que l'on conserve d'un être cher disparu, etc. Il y a peut-être des points communs quand même entre les deux démarches. Oui. Mais là, on toucherait un domaine quand même un peu qui touche à la théologie, là, pour le coup, qui n'est pas de mon ressort, en tout cas. Le culte des reliques se prête souvent à la plaisanterie, bien entendu, mais déjà au Moyen-Âge, Guibert de Nogent
pour ne pas le citer, dans son grand traité sur les reliques, s'inscrit vraiment et critique certaines pratiques, parce qu'il y a évidemment des pratiques qui, même aux yeux des gens du Moyen-Âge, paraissaient quand même surprenantes. Guibert de Nogent, de mémoire, la dent de lait. Oui, la dent de lait, puis le crâne de Saint-Jean-Baptiste, il en répertoriait 3. Bon, tout ça, ça l'a choqué, bien entendu. Et alors, il simplifiait en une phrase en disant que peu importe la relique, peu importe l'authenticité de la relique, l'important, c'est la croyance que les gens ont et la croyance envers Dieu. Ça, c'était une manière de s'en sortir. Mais est-ce que c'est pas un peu cynique comme façon de faire? C'est-à-dire de dire que justement c'est une sorte de dévotion populaire, ça calme le peuple, du pain, des jeux et des reliques. Je ne crois pas qu'elle soit seulement populaire, elle est bien entendu populaire, oui. Mais je crois qu'elle est humaine avant toute chose. Quand je vous parlais du tangible, de ce qu'on veut toucher... Et alors les invasions germaniques ont renforcé peut-être le mouvement parce qu'au talisman, aux amulettes des peuples barbares, on a substitué ces reliquaires. On parlait tout à l'heure des reliquaires mérovingiens. Oui, par exemple. Voilà, qui sont une catégorie quand même fort intéressante, des encolpions, tout ce qu'on mettait sur soi, les mentions qu'on a... Le côté prophylactique, voilà. Et d'ailleurs, là aussi dans la terminologie, quand on utilise un terme comme eulogia, par exemple, en grec, cela veut bien dire que c'est prophylactique, protecteur, entre autres. Puisque vous parliez tout à l'heure de la virtus, oui. On y revient, enfin. Oui. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, puisqu'on est en partenariat avec Art Sacré, qui consacre son numéro de mars aux reliques et aux reliquaires, c'est au cours de cette émission qu'on commente, qu'on regarde quelques images. Et je vais vous proposer une première image que vous devez bien connaître, qui est la croix reliquaire du Louvre. Alors, peut-être expliquez-nous de quoi il s'agit. Donc moi là je vois une boîte. Oui, d'ailleurs c'est une boîte. C'est en fait un reliquaire de la vraie croix. C'est pas une croix reliquaire. Enfin c'est un problème de terminologie. En tout cas c'est effectivement un coffret. Donc comme vous le voyez un coffret relativement plat. Oui. Avec un bord saillant et un couvercle à glissière. Là, le couvercle est d'ailleurs à demi ôté et qui, une fois ôté, donne accès à la relique elle-même en forme de croix qui se situe au centre donc de ce tableau reliquaire, si vous voulez. Ce qui, du point de vue de la vénération, montre que le reliquaire était ordinairement fermé et qu'on n'ouvre le reliquaire que pour l'offrir effectivement à la vénération. Alors c'est une relique le reliquaire lui-même est très intéressant parce qu'il comporte une plaque centrale qui est une œuvre byzantine, probablement du Xe, XIe siècle, qui donc servait dans un reliquaire byzantin. La relique est venue avec le reliquaire, mais pour une raison qui nous échappe, qu'on ne peut pas retracer, le reliquaire a subi une transformation en Occident, donc après la 4e croisade et la mainmise des Occidentaux sur les reliquaires de Byzance et de l'Empire byzantin, l'Empire d'Orient, romain d'Orient. On a à ce moment-là un afflux énorme de reliques en Occident, parmi lesquelles donc beaucoup de reliques de la vraie croix et des saints également. Et ce reliquaire donc a été transformé ultérieurement, peut-être était-il abîmé, est-ce qu'on a voulu, l'agrandir, enfin peu importe, mais sur un modèle qui est celui des reliquaire de la vraie croix, storothèque en grec, donc byzantin. C'est donc une œuvre intéressante qui est à la fois byzantine et occidentale, première moitié 13e, on va dire. Voilà, alors il y a deux choses que je trouve intéressantes dans ce que vous dites. La première, c'est effectivement ce cheminement des reliques. Donc historiquement, les reliques, disons, bibliques, si on peut dire, sont plutôt centrées autour des pays bibliques. Et ensuite, il y a une sorte de trafic, ou comment ça se fonctionne? Le trafic est un terme très exagéré, non. Il y a les reliques des saints dont nous avons parlé, puis il y a les reliques, je dirais, du Christ ou de la Vierge, qui apparaissent dans les textes à une date quand même très précoce, puisque dès le IVe siècle, l'épisode de la légende de la vraie croix est tout de même très connu, avec l'invention des bois de la croix, etc. Et puis le rôle présumé de Sainte Hélène. Là, on est très tôt dans le IVe siècle. Donc c'est la mère de Constantin qui aurait inventé, tel que le raconte Sozomène un peu plus tard. En tout cas, on a effectivement un certain nombre de reliques du Christ et de la Vierge qui sont conservées, là, effectivement, venant de Palestine, sont conservées plutôt du côté de l'Empire d'Orient. Mais il y a quand même une distribution de ces reliques à partir de Jérusalem, déjà très tôt, puis ensuite à partir de Constantinople, puis de nouveau Jérusalem avec les croisades. Enfin, il y a tout un cheminement, effectivement, des reliques depuis la Terre Sainte jusque dans les sanctuaires, j'allais dire, du monde entier. Jean-Luc Durand a dit pas tout à fait un trafic de reliques. Pourtant, c'est une image qu'on a.
Est-ce qu'il existe? C'est un Est-ce qu'il a transfert de existé reliques. voilà, Ce transfert est transfert de la puissance des reliques. Vous parliez du pouvoir des reliques, du pouvoir politique. Le Christ, Constantin Saint-Louis. On a comme cela vraiment un transfert de cette puissance des reliques et cette volonté qu'ont les Occidentaux de s'approprier des reliques prestigieuses, comme les Orientaux ont voulu rapatrier de Jérusalem la Sainte Croix. Parce que là aussi, hein, c'est peu difficile de ne pas parler de la Sainte Croix quand on parle de reliques, inévitablement. Calvin déjà en parlait, mais voilà, dans un sens évidemment négatif. Ici, quand on voit le nombre de reliques de la Sainte Croix et ce que ça a pu susciter comme reliquaire, moi je pense dans ma région au triptyque de Stavelot, bien entendu, qui est une récupération de reliquaires byzantins aussi, mis dans un reliquaire mosan. Ce sont des traditions comme ça qui se font et c'est très intéressant de voir les reliques à l'origine des œuvres d'art. Et quelquefois même un tout petit, très minuscule fragment qui devient un prétexte à un reliquaire magnifique. Donc ça, c'est quand même très étonnant. Pour revenir au mot que vous disiez, trafic, moi j'aime bien réseau aussi, parce que les reliques sont, pour l'historien, un réseau extraordinaire de relations entre les gens. Et parfois, une toute petite relique peut donner une information en histoire de l'art ou en histoire, dans un dossier où on était un peu bloqué parce qu'on n'avait plus rien, quoi. C'est un nouvel objet historique, les reliques. Oui. Et là, je crois vraiment qu'il y a un champ immense. Nous parlions ensemble tout à l'heure des dédicaces d'hôtels et des pierres d'hôtel, etc. Quand vous voyez le nombre de petites reliques qu'il y a et tout ce qu'on peut imaginer comme recherche sur l'origine de la relique, parce que c'est ça qui nous intéresse, savoir d'où elle vient, comment elle est arrivée là-bas, qui l'a apportée. On pourrait vous donner des tas d'exemples ou des dossiers qui nous ont posé question parce qu'on se demandait justement comment on allait pouvoir trouver. Moi, j'ai un Saint Samson, évêque d'Orléans, qui m'a posé beaucoup de problèmes, alors qu'il n'y a que Saint Samson de Dol de Bretagne, mais la relique ayant été acquise à Orléans, le moine qui l'a amené au Xe siècle a cru que c'était un évêque d'Orléans. Donc vous voyez la complication que ça peut faire parfois. Oui, les surimpositions de traditions plus ou moins erronées sur un fond de vérité, mais qui crée des pistes qui méritent après un travail un peu, je dirais, de détective dans la mesure du possible, en fonction des archives, en fonction des objets eux-mêmes. Parce que les reliquaires aussi nous renseignent sur leur contenu, naturellement. Enfin, souvent. Alors, toujours avec cette image de la croix reliquaire, et vous en avez parlé l'un et l'autre, j'ai parlé d'abord de culte populaire, etc. C'est aussi un culte, un instrument politique, la relique. Vous avez parlé de Constantin, Saint-Louis. Ça sert à quoi une relique quand on est roi ou empereur ? C'est une question difficile. La possession d'une relique, enfin bon, on le sait quand la Sainte Couronne ou le bois de la Croix et les grandes reliques de la Passion de la chapelle impériale constantinopolitaine du phare sont arrivées à Paris à l'époque de Saint-Louis. Là, on sait quand même, les chroniqueurs se sont dit que c'était quelque part pas une justification, mais peut-être, si au fond, de la monarchie française, enfin du rôle de Saint-Louis, et une sorte un éclat qui signalait particulièrement la monarchie française, après qu'elle avait distingué autrefois les monarques, enfin, ou les souverains, les empereurs byzantins. C'était une sorte de légation. Les empereurs byzantins avaient hérité d'un pouvoir romain, lequel pouvoir ensuite était devenu chrétien, et que cet empire chrétien avait maintenant une sorte de prolongation privilégiée dans la monarchie, enfin en France. C'est évidemment assez subtil, et peut-être... mais bon, c'est quand même extrêmement important... pour l'histoire médiévale. Oui, ça va faire évidemment aussi la possibilité pour d'autres petits féodaux de s'approprier des reliques. Je pense du côté normand, je pense du côté breton, je pense du côté bourguignon. Chaque centre va vouloir avoir son trésor de reliques. Et les trésors qui ont été constitués, quand ils sont par la suite parfois passés dans le domaine purement religieux, sont devenus une vraie conscience historique de ces pays, de ces différents pays. Donc presque une sorte d'unité nationale, quasiment comme un drapeau, ou quelque chose comme ça. On est le pays dans lequel se trouve la relique de la vraie croix, de la Sainte Couronne.
La Vercroix, il y en a. Il y en a, oui, on n'en manque pas. Cela dit, il y a aussi une dimension aussi internationale, parce que, par exemple, vous avez fait allusion à la Normandie. Bon, il y a quand même un lien entre la Normandie et le Sinaï, par exemple, avec des gens qui se rendent régulièrement ou qui viennent. Il y a une circulation quand même qui va bien au-delà des frontières et qui tient, pour le coup, par exemple, au pèlerinage ou aux voyageurs qui veulent aussi découvrir un certain nombre de sanctuaires ou les lieux mêmes sur lesquels le Christ a vécu, ou la Vierge, etc. Enfin, donc, c'est pas seulement national, c'est aussi, je crois, assez international. C'est une communauté spirituelle. Et les pèlerinages, comme vous dites, les grands qui pèlerinages. transcendent complètement les frontières. Voilà. Leur notion de frontière, que vaut-elle au Moyen-Âge? Enfin, ça dépasse une vraie question. Mais vous parlez, enfin, on parlait de Jérusalem, de Constantinople, etc. Mais évidemment, Saint-Jacques de Compostelle ou d'autres, Saint-Martin de Tours, de grands lieux de pèlerinage qui vont drainer comme cela toute une série de pèlerins. Et les pèlerins, parfois, vont vouloir ramener une relique. Évidemment, ils n'auront pas la possibilité d'avoir un morceau du crâne ou un morceau de l'os du sein, mais parfois les brandéas, donc une petite relique de contact qu'on ramène comme ça, et puis qui vient dans le trésor, qui vient enrichir le trésor. Et puis alors le côté documentaire, à savoir l'authentique, puisqu'on en parle d'une authentique, c'est-à-dire cette petite cédule en parchemin sur lequel on écrit le nom du saint, et qui parfois sont les premiers exemples d'une écriture particulière. Je pense à Chelles en particulier. Très ancienne. Vous avez exposé Trésor de Chelles, Sens aussi. Les authentiques sont très, très, très anciens. Samo et Dagone, évidemment. Oui, vous allez avoir... Donc c'est en fait pour authentifier, pour dire c'est une vraie. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, simplement le nom du saint, quand je parle des époques mérovingiennes ou carolingiennes, simplement le nom du saint suffit, ça authentifie la relique. Par la suite, il va y avoir une sorte de codification, ou tout au moins développement de règles diplomatiques. On va parfois avoir un sceau d'un évêque ou une reconnaissance un peu plus longue, un document un peu plus explicite sur la manière dont la relique a été acquise. Et là, évidemment, pour l'historien, c'est un béni. Absolument. Au départ, c'est surtout pour reconnaître la relique. Donc, effectivement, c'est un document extraordinaire. Quand on a des... Comme historien de l'art, c'est ce qui nous intéresse le plus quand on ouvre un reliquaire qui n'a jamais été ouvert, de savoir si on va trouver un document qui vient confirmer, évidemment, un don d'une relique. C'est là qu'on fait des découvertes extraordinaires. Le fragment de soie au nom d'Héraclius, par exemple, dans la chasse de Sainte-Malle-de-Berthe, je crois. Voilà. C'est inespéré de trouver un suaire, enfin un fragment, un tout petit, mais extraordinaire, donc du 7e siècle, conservé dans une chasse où il a servi à envelopper un petit morceau de relique et qui nous est parvenu. Alors qu'on ne connaît rien d'autre des soieries du 7e siècle de Constantinople, par exemple. Alors, je vous propose une autre image, puisqu'on parle de suaire. C'est un objet qui vient du musée Saint-Germain d'Auxerre. C'est donc le suaire de Saint-Germain. Alors, c'est un bel exemple de l'art, en fait, constantinopolitain, puisque ça date du Xe siècle byzantin. Oui, en fait, c'est un morceau de soie, un grand morceau de soie, qui a servi au XIe siècle à envelopper les restes donc du saint au moment d'une reconnaissance de reliques. Parce qu'au cours du Moyen-Âge, on a souvent effectivement fait des reconnaissances de reliques pour vérifier ce qu'il se trouvait dans une chasse et envelopper mieux et au besoin, ou renouveler l'arrangement, ou simplement translater, c'est-à-dire prendre les reliques dans une boîte ou dans un reliquaire pour les mettre dans une autre boîte ou dans un autre reliquaire. Et à l'occasion de ces translations, on se servait donc de ce qu'il y avait de plus précieux. Or, les soies byzantines étaient parmi les plus précieuses qui existaient, disons, au Xe, XIe ou XIIe siècle. Là, vous avez une des soies les plus prestigieuses de Constantinople, représentant donc des grands aigles. Enfin, ils font 80 cm de haut. Enfin, ce sont vraiment quelque chose de très, très étonnant, et qui nous est ainsi parvenu de manière... grâce à l'emballage. Alors, il y a d'autres exemples, le suaire de Saint-Rémy de Reims et beaucoup d'autres encore, tout à fait. Ou alors on a parfois le vêtement ayant appartenu au saint. Thomas de Canterbury est un très bel exemple, puisqu'il a donné comme ça une série de vêtements liturgiques lui ayant appartenu. Je pense à ceux de Sens ou d'ailleurs, à différents grands centres, et ça permet évidemment une étude du vêtement ecclésiastique. Et parfois on a des choses un peu bizarres. Par exemple, à Maastricht, on a une sorte de vêtement de mandarin du 8e siècle qui est supposé ayant appartenu à Saint-Lambert.
donc un vêtement chinois qui est incorporé comme ça dans un trésor d'église et qui est réputé avoir appartenu à des saints importants de notre diocèse. Saint-Remacle l'avait dans sa châsse, sa coule monastique, qui a fort impressionné les voyageurs bénédictins Martin et Durand, au point qu'ils en ont fait une gravure dans leur ouvrage en 1718. Ils ont fait tout le tour de l'Europe, et là ils ont vu une coule monastique d'un abbé bénédictin du 7e siècle. Ça les a fort impressionnés, mais elle a disparu à la Révolution. Oui, les bénédictins de Saint-Maur, enfin de la congrégation de Saint-Maur, se sont souvent intéressés justement aux reliques, bien sûr d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue historique, en particulier pour toutes les reliques secondaires. Et c'est la même chose pour, je sais pas, Saint-Idulphe à Mouillat-Moutier, par exemple. Il y a un dessin qui demeure d'un textile qui a toute chance de remonter à l'époque de Saint-Idulphe, c'est-à-dire à l'époque mérovingienne elle-même. Et bon, quelquefois ces documents ont disparu, quelquefois ils sont conservés, mais en tout cas c'est une véritable manne pour l'historien, extrêmement tout à fait passionnante. Alors l'émission s'appelle Reliques et reliquaires, on va arriver aux reliquaires, et pour introduire cette deuxième partie, je vous propose qu'on entende un texte de l'abbé Sugère. Donc l'abbé Sugère meurt en 1151, c'est celui qui a créé plus ou moins la basilique de Saint-Denis, hein. C'est le grand abbé qui a fait un livre qui s'appelle l'œuvre administrative, et on va entendre le paragraphe 13 du livre 2, dans lequel justement il explique pourquoi il faut faire des reliquaires et pourquoi il faut les faire beaux. Ainsi, par affection pour l'Église mère, je contemplais souvent tous ces ornements, tant nouveaux qu'anciens. Et tandis que je considérais tantôt cette admirable croix de Saint-Éloi, tantôt cet incomparable ornement, appelé ordinairement Christa, placé sur l'autel d'or, je soupirais dans mon cœur. Toute pierre précieuse est ton revêtement, sardoine, topaze, jaspe, chrysolite, onyx et béryl, saphir, escarboucle et émeraude. Ainsi, lorsque dans mon amour pour la beauté de la maison de Dieu, la splendeur multicolore des gemmes me distrait parfois de mes soucis extérieurs, et qu'une digne méditation me convint d'adhérer à la diversité des saintes vertus, me transférant des choses matérielles aux immatérielles, j'ai l'impression de me trouver dans une région lointaine de la sphère terrestre, qui ne résiderait pas tout entière dans la fange de la terre, ni tout entière dans la pureté du ciel, et de pouvoir être transporté par la grâce de Dieu de ce monde inférieur vers le monde supérieur, suivant le mode anagogique. Alors voilà, ce que dit l'abbé Sugère, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit en fait le reliquaire, c'est une sorte d'avant-goût des joies célestes. Oui, pas seulement les reliquaires quand même, oui, les reliquaires oui. Et les objets liturgiques. Et les objets liturgiques. C'est-à-dire tout ce qui est destiné à la célébration du culte ou à la célébration des saints, effectivement. Oui, c'est ça, exactement. Par une espèce de démarche approximative qui fait que les splendeurs que l'on peut admirer sur l'autel ou sur les châsses, etc., aident à comprendre une splendeur qui nous dépasse au fond un peu quand même. Donc ça a une certaine valeur pédagogique, voire spirituelle, et il ne faut pas se plaindre qu'on ait dépensé autant d'argent pour un joli reliquaire comme celui de Saint-Lambert à Liège. Non, c'est tout à fait normal, c'est dans la mentalité médiévale. Pour revenir à ce sujet, c'est extraordinaire les textes qu'il nous a laissés, notamment la description de la consécration de l'abbatiale, parce qu'il dit que s'il y avait un monde fou qui voulait accéder aux reliques, c'est une description d'un embouteillage de pèlerins qui vont vers les reliques. Alors pour revenir à ce que vous me disiez avec Saint-Lambert, parce que je ne veux pas laisser passer évidemment, c'est un superbe reliquaire, bien entendu. Oui. On dit un peu à l'américaine que c'est le plus grand buste reliquaire de l'époque gothique tardive. Donc, vous voyez, je ne dis pas... Ça ne doit pas être loin de la vérité, quand même. C'est quand même important. C'est imposant, un peu plus grande nature, quoi. Donc, il contient le crâne de Saint-Lambert. Donc, quand on enlève la mitre, on accède à un reliquaire dans lequel on voit la calotte crânienne de Saint-Lambert avec le cou du martyr de Saint-Lambert. Donc, il a été tué un 17 septembre d'une année inconnue, vers 705 environ. Et on voit le cou et on voit une petite authentique qui explique que c'est bien le crâne qui a été remis au début du XVIe siècle, 1512, dans ce buste reliquaire qui est fait avant tout pour promener, parce que là aussi, il y a tout un chapitre qu'on pourrait développer abondamment, des translations de reliques, mais aussi des processions de reliques, et des processions... non seulement au Moyen-Âge, mais à l'époque moderne aussi, à la Contre-Réforme. À la chasse de Sainte-Geneviève à Paris, qui allait à la rencontre de la chasse de Saint-Marcel, par exemple. Enfin,
avec tout un ensemble de cérémonies qui commençaient la veille, avec la descente de la chasse, puis ensuite la procession, le retour. Vous pouvez imaginer les hymnes, les rues pavoisées, enfin c'est tout un... Est-ce que, en tant qu'historien de l'art, vous périodisez l'histoire des reliquaires? Est-ce qu'il y a des moments importants? Est-ce qu'il y a des grandes périodes et des grands styles de reliquaires? Ou est-ce que c'est tellement différent selon les périodes et les époques que, en fait, c'est pas possible? Un peu comme, par exemple, la peinture, où on peut dire, bon, voilà, peinture de la Renaissance, peinture... Oui et non. Oui. Oui et non. Non, dans la mesure où le reliquaire est toujours un réceptacle pour contenir des reliques. Donc ça, c'est évidemment continu jusqu'à nos jours. Non aussi dans la mesure où il y a quand même toujours une déontologie assez précise en la matière, mais oui, dans la mesure où effectivement les usages ont un peu changé d'époque en époque. Il y a eu une époque où on ne voyait pratiquement pas les reliques, elles étaient plus ou moins dissimulées. L'époque carolingienne a beaucoup changé les choses, en habituant petit à petit à exaucer en quelque sorte les reliques, non plus enfouies sous l'autel ou difficilement accessibles. Il y avait des cas ailleurs avant, mais à les placer plutôt sur l'autel dans des écrins qui les enfermaient, qu'on pouvait donc rapprocher, enfin, dont on pouvait se rapprocher. Puis ensuite, il y a eu une étape, fin 12e ou 13e surtout, qui a consisté à commencer à voir les reliques à l'intérieur du reliquaire, avec la création, on va dire, de système de monstrance, c'est-à-dire un cristal plus ou moins gros ou un verre, qui permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur, d'approcher cette fois-ci visuellement la relique, et non plus simplement par la présence même. Mais tous ces stades, ce sont des stades successifs peut-être, puis après il y a j'ai oublié la théâtralisation au XVIIe, avec par exemple la chasse de Saint-Cernin de Toulouse, élevée comme cela au-dessus de l'autel, ou la chaire de Saint-Pierre à Rome, ou effectivement d'autres manifestations du culte des reliques. Mais chaque fois quand même, aucune n'a supplanté l'autre. Elles se sont juxtaposées et restent valables de l'origine jusqu'à nos jours. Donc c'est un peu oui et non, pardon de répondre de la sorte. Jusqu'à nos jours, justement, parce qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y a encore, bien entendu, une acquisition de reliques. On parlait des reliques des catacombes tout à l'heure, des catacombes au XIXe qui viennent en grande cérémonie dans nos régions. Et puis même, à l'heure actuelle, allez voir par exemple la sortie du buste reliquaire de Sainte Agathe à Catane. C'est extraordinaire de voir la dévotion populaire que ce buste qui contient donc les reliques de Sainte Agathe fait encore... ou les ostensions dans le Massif central encore oui, c'est vrai, les ostensions limousines. C'est un phénomène très connu. Vrai, alors, il y a à la fois un aspect religieux et un aspect touristique, il faut bien le reconnaître, mais c'est très connu, enfin très célèbre et très, très important, je crois. Alors je vais vous proposer de regarder une troisième image. Alors, ce sera plutôt pour le Liégeois, puisque c'est le trésor de la cathédrale de Liège. C'est le reliquaire dit de Charles le Téméraire, qui date, si mes informations sont bonnes, de 1467. Voilà, vous pouvez regarder l'image. 1467 est une date intéressante parce que c'est la date du contrat qui est fait avec l'orfèvre. Et les Liégeois ont toujours cru que c'était une œuvre expiatoire de l'horrible sac de Liège par Charles le Téméraire en 1468. C'est paradoxal parce que nous avons peut-être une des plus belles représentations à Liège de celui qui a fait le sac de la ville de Liège en 1468. Alors ce pieux mensonge a peut-être permis de sauvegarder ces 5 kilos d'or puisqu'ils ont traversé la Révolution et puisque Charles le Téméraire l'avait commandé un an bien avant à Gérard Loyer, qui était un orfèvre travaillant à la cour de Bourgogne. Et c'est un reliquaire parce que Charles tient en main un doigt de Saint-Lambert. C'est une relique que le chapitre cathédral a offerte à Charles lors d'une visite de la cathédrale avant le sac de Liège. Et il n'y a pas longtemps on savait par écrit que c'était un doigt. Nous l'avons ouvert en 2005 lors de notre exposition aux Hospices de Beaune et on a vu évidemment un doigt avec une toute petite authentique d'une écriture du 15e, Digitus Sancti Lamberti, donc l'authentification du doigt de Saint-Lambert donné à Charles le Téméraire. On va repasser l'image parce qu'on voit deux petits personnages là. Alors il y a Saint-Georges qui est derrière lui, le patron des chevaliers, qui salue. C'est un Saint-Georges inspiré évidemment de la peinture bien connue de Van Eyck qui est à Bruges. Et Charles est à genoux, donc tenant le reliquaire. Alors là, il y a tout un symbolisme parce que ce reliquaire, si vous voulez, c'est la terre liégeoise, quoi. C'est lui qui est devenu le vrai patron de Liège, quoi, en ayant en main une relique qui symbolise
par excellence, la nation liégeoise, qu'on peut parler de nation liégeoise à cette époque-là, il dit qu'il a mis la main sur la principauté épiscopale de Liège, qui était un horrible obstacle dans tous ces États bourguignons et avec ces troublions de liégeois qui lui ont posé beaucoup de problèmes. Je sens une certaine fierté liégeoise, là. Vous m'attirez un peu sur vous avez commencé par Saint-Lambert, maintenant Charles le Téméraire, mais voilà. Mais il faut dire que c'est une œuvre internationalement connue. C'est un grand chef-d'œuvre de la fin du Moyen-Âge, comme le reliquaire de Saint-Aldegonde à Maubeuge. Oui, c'est vrai. Et alors, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un piétement, donc un support, et il y a quelque chose d'écrit. Alors, il y a la devise du Téméraire, je l'ai emprunt, c'est-à-dire je l'ai entrepris. Que l'on voit encore sur certaines bannières conservées, notamment en Suisse, de cette fameuse bataille de Granson et Morat, où le trésor du Téméraire a été confisqué. Nous avons participé à une exposition en Suisse, notamment à Berne, où on voyait comme cela les épaves de ce trésor du Téméraire. Et ceci, c'est un des reliquaires qu'il a offert, mais c'est le seul qui ait subsisté. Parce qu'il avait l'habitude comme ça d'offrir ses ex-voto, comme cela, aux différentes églises. Il avait une grande dévotion pour les saints militaires, en particulier Saint-Georges, Saint-Adrien. Et voilà, on a la chance à Liège de conserver le seul exemplaire de ces dons du duc de Bourgogne. Oui, pardon. Oui, c'est une attitude très largement partagée. Enfin, au Louvre, nous conservons quand même la Vierge de Jeanne d'Évreux, qui est quand même un des monuments du Moyen-Âge, qui a été offerte en 1339 par Jeanne d'Évreux, donc reine de France, au trésor de Saint-Denis. Et c'est une attitude systématique que d'offrir des reliquaires qui pouvaient au besoin servir, une fois la relique enlevé éventuellement aux abbés en temps de grandes difficultés pour engager, non pas la relique bien sûr, mais le reliquaire pour pouvoir justement disposer de sommes d'argent le cas échéant. Donc c'était vraiment un trésor dans le sens financier. Le trésor aussi a un aspect financier extrêmement important et là il y a une distinction reliquaire. Oui. Et au XVe siècle, le trésor de Liège est mis en gage à Paris pendant les guerres contre le Téméraire pour avoir de l'argent. C'est une réserve monétaire. Et au Moyen-Âge, plutôt, l'évêque n'a aucune gêne à faire fondre des plaques d'or de reliquaires pour, par exemple, acheter le château de Bouillon quand Godefroy part en croisade en 1096. L'évêque de Liège achète le château de Bouillon en faisant fondre des pièces du trésor. C'est tout à fait normal. Alors vous aviez parlé de mise en scène et je vais vous proposer une autre image qui m'a particulièrement impressionné. C'est l'église paroissiale de Ville. Ville, c'est en Suisse, qui présente un reliquaire de Saint Pancrace qui date de 1777 d'un certain Joseph-Anton Zéthaler, qui est donc l'orfèvre. Et alors on le voit peut-être pas tout à fait bien à l'image, mais en fait, ce qu'on voit, c'est le squelette à l'intérieur. Le squelette est mis en scène par le reliquaire lui-même. C'est-à-dire qu'après l'étape monstrance que je mentionnais tout à l'heure, il y a l'étape monstrueuse. Montrée. Non, pas du tout. Non, c'est un chef-d'œuvre absolu. Enfin, le reliquaire, oui, mais il y a un petit côté morbide, non ? Oui, mais en même temps, c'est un côté aussi peut-être memento mori. Après tout, oui. Je veux dire, on voit bien des madeleines tenant un crâne. Les reliques aussi peuvent servir à rappeler que la mort existe, en fait, etc. Je crois que c'est bon, peut-être. En tout cas, là, c'est un chef-d'œuvre, vraiment un très grand chef-d'œuvre de mise en scène, effectivement. Mais là, on a supprimé même le verre de la monstrance. Et là, vous avez carrément une statue qui est devenue un reliquaire. C'est un mélange des genres qui est assez caractéristique de cette époque. Enfin, on est 18e, en tout cas post-tridentin, en tout cas, où on a d'autres cas aussi, vous avez comme cela des statues en cire, alors là, éventuellement dans un reliquaire ou dans une grande châsse vitrée, où on voit des statues en cire contenant elles-mêmes des reliques à l'intérieur, ou une mise en scène, avec même besoin des éléments en carton-pâte, en fait, etc., qui essaie de magnifier à la fois la relique, l'idée de la mort, et bien sûr l'idée du triomphe, enfin, et de la sainteté. L'importance visuelle de tous ces reliquaires et leur placement, on en parlait tout à l'heure dans l'édifice, que ce soit au XIe, XIIe siècle, la place de la châsse, le point qui focalise l'attention quand les pèlerins arrivent, l'or évidemment, l'or qui scintille, ou alors si ce n'est pas de l'or, du laiton doré, les pierres précieuses, tout ça évidemment concourt à glorifier le saint, et alors les pèlerinages, les meilleurs saints, les meilleurs spectacles entre guillemets vont évidemment récolter l'argent nécessaire pour agrandir l'édifice, pour permettre
parfois des nouveaux reliquaires, parce que les reliquaires sont aussi une question de mode, quoi. Les reliquaires romans, puis les reliquaires gothiques, bon... Oui, il y a aussi cet aspect-là. Il y a cet aspect-là aussi. On n'hésite pas à refaire, voilà. en fonction aussi de sa dévotion personnelle. Hein. Oui. Si on a envie d'une monstrance plutôt que d'un reliquaire fermé, eh bien on fait éventuellement transformer le reliquaire. Enfin, c'est ce que Saint Louis a fait. Les reliquaires byzantins dans lesquels sont arrivés pour la plupart les reliques de Constantinople lorsqu'il les a acquises au milieu du XIIIe siècle, il a décidé de faire transformer la plupart, enfin installer ces reliques dans de nouveaux reliquaires qui correspondaient davantage à ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire des monstrances. Oui. Pouvait voir les reliques à travers le cristal. Ça, c'est délibéré, par exemple. Mais on en a des centaines, des milliers d'autres attestations. Alors on arrive petit à petit vers la fin de l'émission et dans mon lancement je parlais je posais une question qui était la question de est-ce que ces reliquaires c'est des objets comme les autres, est-ce que c'est des objets de musée comme les autres? Alors c'est intéressant parce que vous vous occupez l'un et l'autre de deux musées ou de deux endroits un peu différents. Le trésor de la cathédrale de Liège c'est quand même encore un peu religieux. Le Louvre c'est très religieux pour l'esthète, mais on est quand même dans un régime de séparation de l'Église et de l'État. Comment est-ce qu'on fait? Alors on va peut-être commencer par vous, par Liège. Pour vous, ça reste encore des objets de culte ou ce n'est que des objets d'art? C'est-à-dire que certains reliquaires ont parfois encore une utilisation liturgique. Vous parliez du buste de Saint-Lambert, pour de grandes cérémonies, il sort de sa vitrine, si je puis m'exprimer ainsi, pour aller dans la cathédrale. D'antan, il y avait une procession. Elle ne sort plus maintenant en dehors de la cathédrale. Voilà une utilisation, disons, encore actuelle du buste de Saint-Lambert. Nous l'avons sorti pour le 500e anniversaire en 2012. Voilà. Ça fait un peu penser aux ostensions limousines ou dans notre région, dans la région Rhin-Meuse, aux ostensions septennales. Tongres, Maastricht, Aix-la-Chapelle, Stavelot, on sort les reliques. Aix-la-Chapelle, c'est un cas vraiment encore extraordinaire. On ouvre même le reliquaire. Nous sommes dans une année Charlemagne, alors inévitablement on peut penser à Aix-la-Chapelle, qui fait partie du diocèse de Liège à l'époque, et qui montre toutes ces reliques, et les reliques dominicales, mais aussi les reliques en rapport avec le culte, puisque Charlemagne a été canonisé en 165. Donc il y a vraiment cette démonstration et cette ostension des reliques. Donc voilà. Mais est-ce que, par exemple, des gens qui auraient une dévotion particulière à Saint-Lambert et que vous demanderaient de s'agenouiller devant les vitrines, est-ce que ça serait possible? Vous voyez, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont choqués qu'on les mette dans cette... Oui, mais on ne voit pas le crâne de Saint-Lambert, donc on peut le retirer. Si vraiment une dévotion veut se manifester pour l'une ou l'autre relique. Il est caché à l'intérieur. Il faut le savoir, évidemment, qu'il y a le crâne à l'intérieur. Bon, pourquoi pas, si une personne a une vénération particulière pour un saint, pourquoi pas la satisfaire? Nous parlions tout à l'heure d'orthodoxes. Je sais qu'à la cathédrale, parfois, il y a des délégations orthodoxes qui viennent, on sort des reliques qui ne sont pas dans le trésor, qui sont, disons, toujours dans la cathédrale, qui montrent une série de reliques et qui va dans le sens d'une dévotion particulière pour les reliques. Alors au Louvre, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, est-ce que les reliquaires sont pleins ou sont vides? Alors d'abord, la plupart sont vides. En fait, celui que vous avez vu tout à l'heure, le reliquaire de la Vraie Croix, n'a plus sa relique. C'est le cas également pour le reliquaire de Jaucourt, reliquaire bien connu de la Vraie Croix, à la fois byzantin et occidental 14e. Alors il y a quelques reliquaires qui contiennent encore à l'intérieur des reliques ou des fragments de reliques, qui ne sont pas pratiquement pour tous, enfin pour ceux que nous avons du moins visibles, mais les reliques, pour répondre à votre question par un biais, ont en fait, pour toutes celles qui sont conservées au Louvre ou dans les musées en général, perdu leur authentique, c'est-à-dire elles ont encore éventuellement les authentiques physiques, c'est-à-dire des petits morceaux de parchemin, comme vous l'avez dit, qui authentifient ou authentifiaient jadis la relique, mais elles ont perdu, je dirais, l'authentification par l'Église elle-même, c'est-à-dire qu'elles ont perdu cet aspect fondamental, donc elles ne pourraient pas être réoffertes éventuellement au culte en tant que tel pour celles que nous avons. Enfin, on n'a quand même pas un nombre invraisemblable de reliques non plus. On a quelques merveilleux reliquaires, mais je parlais tout à l'heure de la Vierge de Jeanne d'Évreux qui contenait du voile
du lait et des cheveux de la Vierge. Il n'y a plus de relique dedans depuis très longtemps. Enfin, il est arrivé vide, en tout cas, je crois, au Louvre. De même, le bras de Saint-Luc, par exemple, le reliquaire du bras de Saint-Luc, il n'y a plus la relique dedans, etc. etc. Ce que nous avons, c'est quelquefois à l'intérieur d'un reliquaire non accessible, mais le cas est quand même relativement rare. Je crois que c'était vous qui, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, avez organisé une exposition autour des reliques de la Sainte-Chapelle. Enfin, Absolument, voilà. en 2001, oui. Bon, ça, c'est quand même un peu particulier, parce qu'on est dans des reliques qui sont encore vénérées. Vous avez parlé des orthodoxes. Les orthodoxes ont une dévotion assez forte pour ces reliques-là. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on est conservateur d'un musée laïque, et puis voilà, il y a quelqu'un qui nous dit je voudrais me mettre à genoux devant mon objet d'art. En fait, au moment de l'exposition en 2001, on avait eu une longue discussion avec le clergé, enfin l'ordinaire du lieu, puisque les reliques dépendent de l'ordinaire du lieu en réalité, donc avec l'archevêché de Paris, bien sûr. Ah oui, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'État ne possède pas les reliques. Ah non, c'est la relique. Par exemple, entendons-nous à Notre-Dame. J'entends oui. les reliques de Notre-Dame, c'était la couronne, c'était le bois de la croix, oui. C'était aussi, bien sûr, la chemise de Saint-Louis notamment. Donc on pouvait poser la question. Donc il a été décidé qu'elle serait qu'on ne les montrerait pas au Louvre, ce qui n'empêchait pas effectivement d'en évoquer parfaitement les formes, les contours, enfin, etc. Et parallèlement, il y avait eu une ostension qui avait donc eu lieu à Notre-Dame, qui permettait à la fois de parler de ces reliques, mais de les réserver un peu pour bien distinguer l'aspect reliquaire et histoire de l'art d'une part, et même histoire tout court, de la relique dans un autre domaine qui est celui de la foi individuelle. Là, voilà. C'était donc à la fois une chose, enfin, des événements qui étaient à la fois parallèles, communiquant, conçus ensemble, mais montrant quand même les distinctions qu'il convenait de faire à ce moment. Justement, je reprends ma question, c'est qui est propriétaire dans notre régime de séparation? Supposons qu'un maire d'une petite commune se retrouve avec une église dans laquelle il y a un reliquaire. Normalement, la mairie est propriétaire de tout. Enfin, si le reliquaire est bien compris. S'il a été compris dans l'inventaire. Dans l'inventaire. Donc, mais le reliquaire, c'est pas la relique, puisque les restes humains, a priori, etc. Enfin, il y a toute une réflexion depuis quelques années sur ce sujet extrêmement importante. Moi, je crois que c'est le reliquaire. Enfin, il faudra demander des juristes, ce que je ne suis pas. Donc, mais a priori, c'est le reliquaire dont l'État est propriétaire, quand il est propriétaire. Il y a aussi des cas où l'État ne l'est pas. D'accord. Je crois que de ce côté-là, les problèmes ne se posent pas, parce qu'il y a un respect encore dû à ces reliques. Mais par contre, pour répondre à ce que vous disiez au niveau des ossements, il y a l'aspect anthropologique qui nous intéresse. On parlait tout à l'heure des bénédictins, Saint-Benoît évidemment, dans les années 50, pendant 20 ans, une grande enquête sur les reliques de Saint-Benoît, qu'on a été recherché dans les différents reliquaires, et on a refait une reconstitution anthropologique du corps de Saint-Benoît et de Sainte Scolastique, sa sœur, quoi. Qui avait été un peu un moment confondu. Voilà, c'est ça. C'est facile, la confusion des deux. C'est très intéressant, parce que là, il y a encore il y a un énorme terrain de recherche qui sort évidemment de nos préoccupations comme anthropologue, et puis je pense à l'ADN. Moi je n'ai fait qu'une fois de l'ADN pour un saint, mais ça permet évidemment aussi des recoupements par rapport à des saints dont on connaît par source écrite les relations, et l'ADN vient évidemment confirmer qu'ils sont de la même famille, quoi. Donc ça c'est très intéressant. Donc il y a un terrain en friche extraordinaire du côté anthropologique, mais nous sommes historiens de l'art, donc c'est un petit peu en dehors, mais c'est pour vous dire que le domaine des reliques, des reliquaires, ouvre vraiment une interdisciplinarité vraiment formidable. Mais pour revenir à la question juste sur l'exposition, personnellement, mais ça n'engage peut-être que moi, je ne crois pas qu'il y ait la moindre profanation ou le moindre problème à exposer un reliquaire dans un musée. D'autant que vous l'avez dit vous-même, il y a quand même une dimension spirituelle implicite dans les musées, une notion de respect, pour reprendre ce que vous avez dit, qui, pour les musées, existe véritablement et qui, là aussi, n'est pas loin de certaines démarches. Enfin, on citait sujet, après tout, enfin, le côté spirituel, alors qu'il n'est pas appliqué directement dans le domaine religieux, sans doute, ou peut-être. Voilà. Mais ça n'empêche pas aussi aux gens d'avoir une démarche religieuse intime, personnelle, et évidemment sans démonstration, lorsqu'ils se retrouvent par hasard dans un musée devant une relique. Après tout... Alors je vais vous proposer qu'on regarde une dernière image qui est en lien avec l'exposition dont j'ai parlé au début. Donc ça vient de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaude, c'est en Suisse. C'est le coffret reliquaire du prêtre Theudéric. C'est Souabe, ça date de la première moitié du 7e siècle. Alors ça sera l'occasion un peu de présenter cette jolie exposition qui va commencer le 14 mars au Louvre. Qu'est-ce qu'on voit ?
Le Louvre a beaucoup de chance d'avoir les pièces du trésor de Saint Maurice d'Agone qui ne sortaient jamais. Moi, je me souviens d'avoir été à l'exposition L'Or des Barbares à Venise. C'est la première fois qu'on sortait ce reliquaire. Oui, c'est juste, oui. C'était exceptionnel parce que... Mais alors, le trésor de Saint Maurice d'Agone est en pleine rénovation en préparant le 1500e anniversaire de l'abbaye de Saint Maurice d'Agone. Et le Louvre a la chance de pouvoir exposer les plus belles pièces. Ce sera une exposition magnifique de les voir et de les voir étudier aussi. Enfin, il y a de bonnes recherches et restauration. Ils ont été nettoyés avant, oui. Enfin, je remercie mon collègue de Liège de dire aussi clairement une évidence. C'est sûr que c'est pour nous une chance formidable, permise uniquement par les circonstances ou les hasards des travaux donc, dans l'abbaye, de remodelage du trésor, puisqu'ils exposent eux-mêmes leur propre trésor. Et c'est la première fois que sortent effectivement non plus seulement une pièce, mais l'ensemble des pièces les plus spectaculaires médiévales, enfin jusque effectivement à la statue équestre de Saint-Maurice, en passant par les guerres d'Agone, la chasse que nous avons effectivement sous les yeux maintenant. Oui, pourquoi est-elle si étonnante et pourquoi elle est si exceptionnelle? C'est si exceptionnel de la voir. Il y a beaucoup de choses. D'abord la date, qui est tout de même extrêmement reculée. L'ouvrage d'orfèvrerie avec ce qu'on appelle l'orfèvrerie cloisonnée plus de l'émail, un décor à la fois hérité de l'antique, vous voyez le camée qui est au centre et qui est évidemment une imitation de l'antique, avec aussi toute une symbolique sur les nombres. Vous voyez que se croisent les pierres précieuses et les perles avec un jeu de couleurs incroyable. Et c'est vrai que des monuments de cette époque, des monuments de l'art chrétien de cette époque dans les arts somptuaires, il y en a quelques-uns. À Agone, il y en a au moins 2, 3 même lorsqu'on rajoute le vase de Saint-Martin un peu plus précoce, qui sera donc un vase sculpté dans un bloc de sardoine avec une monture, là aussi d'orfèvrerie cloisonnée extraordinaire. Vous avez donc la chasse que nous avons sous les yeux, que nous avons eu sous les yeux plus tôt, et puis également les guerres si mystérieuses, avec sa monture carolingienne et des émaux qui ont suscité l'interrogation des spécialistes depuis des siècles. Enfin, c'est ma collègue Elisabeth Antoine qui s'occupe de cette exposition et elle en parlerait mieux que moi, mais venez donc la voir. Et bien voilà, donc on arrive à la fin de cette émission, donc je vais avoir plusieurs conseils à donner, peut-être votre livre, Philippe Georges, Relique, le 4e pouvoir aux éditions romaines, et puis on peut retrouver le trésor de Liège sur votre site également, http://, il n'y a pas de www, c'est pour ça que je dis ça, trésor de Liège, tout attaché sans accent, .be, Belgique. On a parlé donc du trésor de Saint-Maurice d'Agone qui est au Louvre, c'est du 14 mars au 16 juin et ça se trouve donc musée du Louvre à Paris. Sinon, c'est vrai que les reliques sont un peu à la mode dans les expositions en ce moment puisqu'il y a 2 autres expositions à propos des reliques. 21 mars, 29 juin, reliques et reliquaires au musée de Fourvière. Et puis 19 mars, 20 juillet, l'exposition du trésor de Saint-Janvier de Naples, San Gennaro, au musée Mayol. Et on va peut-être voir le fameux buste de Saint-Janvier. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette belle exposition. Donc, je rappelle, trésor de Saint-Maurice d'Agone au Louvre, reliques et reliquaires au musée de Fourvière à Lyon et au musée Mayol à Paris, Saint-Janvier de Naples. Voilà, merci de nous avoir fait découvrir votre invitation. Écoutez, c'était vraiment un très grand plaisir. Je vous rappelle que le numéro de la revue d'Art Sacré de mars-avril est consacré justement aux reliques et aux reliquaires. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis.